Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir à notre émission La pensée et les hommes et je vous remercie pour votre fidélité. Je reçois ce soir à notre émission le professeur Laurence Vanin. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous enseignez à l'université de Toulon et parmi les très nombreux ouvrages que vous avez écrits, vous m'avez adressé un livre qui s'intitule « Le citoyen, son événement et l'histoire, le champ des possibles ». L'ouvrage est publié en Belgique aux éditions EME. Alors, l'ouvrage porte sur le thème de la citoyenneté. Alors, ça, c'est un mot que l'on met aujourd'hui à toutes les sauces, Laurence Vanin. Qu'est-ce que c'est pour le philosophe, pour la philosophe que vous êtes, qu'est-ce que c'est que la citoyenneté ? Je dirais que dans mon ouvrage, je me suis attachée rattachée à deux points en fait particuliers. Oui. Tout d'abord, la question de l'État, comment un citoyen se situe vis-à-vis du pouvoir auquel il est assujetti. Et le deuxième axe qui m'intéressait, c'était comment être dans une citoyenneté participative, c'est-à-dire pas seulement l'admettre comme un statut que l'on pouvait obtenir parce que l'on est né dans un pays par exemple, en ayant une carte nationale d'identité, mais en ayant un statut de citoyen, celui qui vote, celui qui s'engage et qui participe de sa cité. Oui, mais être citoyen, c'est pas seulement disposer d'un passeport ou d'une carte d'identité, c'est peut-être pas seulement voter. D'ailleurs, vous êtes française. En France, le vote n'est pas obligatoire. En Belgique, le vote est obligatoire. Quand on parle de vie citoyenne, de participation citoyenne et de citoyenneté, on sous-entend aussi l'idée de la participation de l'individu à la vie politique et sociale. Je vois très bien où vous voulez en venir parce qu'en fait, je m'y suis attachée. La question de la citoyenneté renvoie aussi à la question du sens. Quel est l'horizon du sens, c'est-à-dire l'être collectif que l'on veut bâtir ensemble? Et donc nécessairement, si j'ai évoqué la citoyenneté tout d'abord en disant que c'était la possibilité d'un vote, etc., donc de s'engager simplement, c'est aussi pouvoir rappeler qu'un citoyen a des droits mais a aussi des devoirs. Et les devoirs, on doit les reconsidérer, me semble-t-il, en tout cas c'est ce que je me suis attachée à dire, au sein d'une histoire collective. J'ai rendez-vous avec ma propre histoire, puisque je suis un vivant, un existant, et comment dans cette histoire je vais me révéler homme, comment je vais me révéler humaniste peut-être, parfois pas à la hauteur des espérances placées en moi, en tout cas comment je me situe moi en tant qu'humain au sein d'une vie sociale, dans mon rapport à autrui, et puis vis-à-vis des engagements tout simplement que j'ai pris pour moi-même. Oui, mais c'est un concept un peu difficile à manier et délicat. Allez, je prends la situation de votre pays. Si j'écoute le discours du Front National, ou si j'écoute le discours du Front de gauche, nous trouvons là des antipodes de l'éventail politique. Les uns et les autres, Mélenchon et Le Pen, font appel à la fibre citoyenne des Français. Oui, mais je crois que l'intérêt en philosophie, et c'est peut-être une réponse de Gascon que je vais vous faire, mais vous avez évoqué la France, alors je reste un petit peu sur mes positions. Je crois qu'il est important de se dire que le politique n'est pas la politique en tant que discipline avec des partis. Le politique, je crois que pour le philosophe, au préalable, c'est un souci. Comment, finalement, la société, avec les mots qui la touchent et qui l'affectent quotidiennement, peut-elle se relever? Comment peut-elle envisager un être collectif plus harmonieux? Comment aussi peut-être envisager une ontologie, c'est un mot auquel je tiens, l'ontologie, c'est-à-dire l'être, la densité du politique. Le politique, ça ne peut pas être simplement un phénomène, c'est-à-dire de l'ordre du paraître. Et là, on vient d'évoquer deux choses finalement. La représentation du politique dans un paraître qui utilise l'opinion, qui utilise les médias, qui essaye en quelque sorte de se représenter pour pouvoir peut-être conquérir les foules et les voix vraiment dans les urnes. Et puis il y a le philosophe qui travaille peut-être à couvert, qui réfléchit au sens, quel est le sens de ma vie et quel est le sens de la destinée commune. Et je crois que mon ouvrage s'attache à cela aussi. D'ailleurs, le sous-titre, c'est le champ des possibles. Qu'est-ce qui m'est possible? Qu'est-ce que je peux réaliser? Est-ce que tout est déjà préétabli pour moi? Ou est-ce que justement, mon devoir, c'est de devenir homme au sein d'une cité en me réformant? J'ai un peu l'impression, mais vous direz si je me trompe, qu'au XXIe siècle, le concept de citoyen correspond un petit peu à ce qu'était le concept d'honnête homme au XVIIe siècle, chez Molière notamment, ou de prud'homme au XIVe ou au XVe. Le citoyen, c'est celui qui est
à sa place, à sa bonne place, et qui remplit les devoirs et les obligations de sa place. Est-ce que c'est ça? Oui, mais je crois que là, ça appelle à davantage de conscience. D'ailleurs, tout mon premier chapitre consiste à déconstruire un ego qui, par moments, dans la cité, se fait bruyant, à mon sens, et finalement ne respecte pas les codes. On sait que dans la cité, il y a des règles pour que nous puissions vivre ensemble. On sait que l'État est là aussi pour donner forme à cette cité, mais l'homme a quand même sa part de responsabilité. Et je crois qu'on se rend compte aujourd'hui, et on peut le dénoncer, qu'il y a une sorte d'exaspération. Je parle d'ailleurs d'un sentiment parce qu'il m'est propre peut-être, mais je crois qu'il est le sentiment de nombreuses personnes, mais aussi qui a été évoqué par les philosophes avec la conscience désenchantée chez Nietzsche ou chez Hegel, qui précisait bien que l'homme est désenchanté parce que par moments le vivre ensemble ne va pas de soi. Nous avons peut-être sur le papier ou à l'esprit des concepts ou des idéaux qui, dans la réalité, ne trouvent pas satisfaction, ou en tout cas immédiatement. Donc nos égos qui jouent un peu avec les limites, avec les frontières, le moment particulier où on se fait un peu l'exception en disant « c'est pas grave, j'ai un peu transgressé, mais c'est pas méchant par rapport à ce que d'autres font ». Vous voyez, ces petits moments d'émission quotidienne, de façon de se dire « c'est les autres toujours qui sont responsables du mal-être que je ressens à vivre dans la cité ». Je crois que tout ça, c'est à repenser. C'est pour ça que je parle d'une égo-déconstruction, déconstruire cet égo bruyant qui demande pour lui-même et qui est assez centré sur lui, pour que justement en reformant un individu plus apte à la vie commune, penser l'être collectif qui pourra à ce moment-là vraiment se réaliser. Et bien sûr, alors ça peut paraître utopique, vous allez me dire, mais je crois que la refonte du citoyen, c'est aussi la refonte du politique. C'est-à-dire que le politique est aussi un citoyen avant d'être le politique, et que la mission qu'il choisit d'investir, ou en tout cas la mission qu'il s'attribue, eh bien c'est comme dans l'Antiquité, Platon le disait, on ne peut pas vouloir le pouvoir pour soi-même, c'est-à-dire en restant dans l'opinion, dans la doxa, en jouant sur les apparences, uniquement par intérêt personnel. Le pouvoir, c'est aussi ce qui se fait au nom de tous, la res publicae. Oui, mais les politiques s'adressent aux gens en disant citoyens, mais ils ne s'impliquent peut-être pas nécessairement dans ce groupe. Peut-être ont-ils le sentiment de faire partie d'un autre groupe supérieur à celui de la citoyenneté. C'est pour ça que j'en appelle à quelque chose qui amène une réforme sur le fond. Si on fonde le politique à partir d'un être, c'est-à-dire un individu qui s'engage, peut-être qu'effectivement en se réformant soi-même, et je ne parle pas de quelque chose d'utopique au sens faire une petite introspection qui consisterait à se trouver quelques défauts. Non, je parle véritablement de déconstruction au sens de Derrida. On déconstruit l'ego qui est le nôtre, la façon dont finalement nous nous comportons avec nos petites incivilités que nous camouflons, et puis peut-être la relation à la fraude aussi. Je suis à la limite, mais pas vu, pas pris, donc c'est pas trop grave, c'est pas méchant. Et puis c'est sans incidence. Mais au bout d'un moment, celui que je vois agir de telle sorte, c'est celui qui m'insupporte. Et j'oublie de renverser la chose vers moi. J'aime bien votre exemple parce que j'étais le témoin l'autre jour. C'est un petit incident. C'est ma voisine qui voit quelqu'un jeter un papier à la rue et qui me dit ça, ce n'est pas très citoyen. Et j'ai été, moi j'aurais dit c'est pas très correct, c'est pas très propre. Elle a dit ce n'est pas très citoyen. Comment pouvez-vous analyser ce mot-là? Parce ça correspond un peu à ce que vous disiez. Tout à fait. On on achète une voiture qui peut aller très vite et immédiatement, on sait qu'on peut risquer la sanction. Donc un petit GPS qui me préviendra éventuellement que des forces de l'ordre ou un radar n'est pas très loin. Donc je crois que l'intérêt, c'est de comprendre que la citoyenneté, c'est véritablement être citoyen du monde. Quand cette dame dit on ne peut pas jeter les papiers par terre, oui, parce qu'on doit respecter cet environnement dans lequel nous sommes. Il y a de l'engagement, il y a de la puissance, et puis il faut comprendre quelle est l'œuvre commune à laquelle je veux participer. La refonte du monde, c'est pas simplement, et de la cité, c'est pas simplement le politique, c'est aussi le citoyen qui a un droit de regard aussi sur la politique qui est menée. Eh bien, je vous remercie infiniment, Laurence Vanin, pour votre participation à notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que vous avez écrit aux éditions EME dans la série Essai un ouvrage intitulé Le citoyen, son événement et histoire, le champ des possibles. Merci pour votre participation à notre émission. Merci à vous. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et bonne nuit.